Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nour, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bienvenue pour ce deuxième épisode de Projet Libre consacré à Open Food Facts. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode avec Manon Corneille sur lequel on revient sur toute la création, la genèse du projet, les rapports d'Open Food Facts avec les différents intervenants, etc. Je vous invite très fortement à aller l'écouter avant d'écouter ce deuxième épisode. Ce deuxième épisode est un épisode technique dans lequel on va pouvoir parler plus de tout ce qui fait tourner Open Food Facts. Et pour ce faire, je suis avec Alex Garel, qui est développeur et animateur de la communauté tech d'Open Food Facts. Donc, bienvenue sur le podcast, Alex. Comment vas-tu ? Merci, je vais très bien. Génial. Eh ben, écoute, on va pouvoir commencer. La première chose que je vais te demander, c'est de te présenter pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent en savoir un peu plus sur toi. Yes. Quand tu as dit animateur de la communauté tech, je suis pas le seul animateur, c'est juste pour préciser. Je suis un des animateurs, puisqu'on est tous un peu dans l'équipe permanente animateur. Voilà, et moi, donc je suis développeur, donc je suis un ingénieur informatique, je suis un pythoniste plutôt, disons, ma préférence, mais voilà, je fais plein d'autres langages, je fais du Perl, je fais du JavaScript, et puis je m'occupe un peu pas mal aussi d'administration système. Voilà. À quel moment t'as croisé la route du logiciel libre ? Il y a très longtemps, c'était pendant mes études en fait, je me rappelle bien parce qu'on faisait sur Unix, et en fait à un moment des camarades m'ont montré Linux. Tout de suite ça m'a attiré pour la philosophie en fait qui sous-tendait cette histoire de partage et tout, moi ça m'attire beaucoup. Et donc voilà, j'ai assez vite approfondi et utilisé. D'accord, c'était vers quelle année ? 96, 97. Ça fait un certain temps que t'es dans le logiciel libre. Ouais, bah, au début c'était un peu timidement, j'utilisais Linux de temps en temps, GIMP, des trucs comme ça, mais voilà, après petit à petit je suis allé vraiment dans du full open source, petit à petit quoi. Et t'as rejoint quand est-ce que t'as rejoint le projet Open Food Facts ? Il y a 2 ans et demi à peu près. Comment ça s'est passé ? Tu connaissais avant ? Je connaissais, non, en fait c'est vraiment le Open Food Facts avait posté une offre d'emploi, moi à ce moment-là j'étais en train de vouloir changer de job, et moi je connaissais le projet de nom, mais j'étais allé faire un tour ou l'autre, mais j'étais pas vraiment engagé dans le projet. Mais quand j'ai vu l'offre d'emploi, j'ai dit ah bingo, c'est vraiment un truc que je voudrais faire. Donc voilà, ça correspondait pleinement à ce que j'attendais quoi en fait comme type d'emploi. Très bien, on va pouvoir passer à la partie équipe. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un peu techniquement combien de personnes vous êtes chez Open Food Facts. Donc aujourd'hui chez Open Food Facts, on est 10 personnes, comme je pense que Manon l'a dit déjà, en permanent, et puis toute la communauté de bénévoles autour. Et on a à peu près 4 personnes et demie, on va dire, qui sont vraiment techniques, purement techniques. C'est un peu dur des fois de faire la différence, voilà. Ça, c'est dans l'équipe permanente. Et puis, pas mal de bénévoles, je dirais, en temps, en heure, je pense qu'il y a autant de bénévoles que de l'équipe permanente si on regarde le développement au jour le jour, quoi. Voilà. Et il y a quelqu'un qui fait le product owner, Pierre, donc qui fait plutôt, voilà, tout, je sais plus comment on dit en français, product owner, mais il y a sûrement... Le responsable produit, quoi. Ouais, c'est ça, le responsable produit, donc qui lui s'occupe plus de l'UX, de choses comme ça. Donc c'est assez technique aussi. Donc Pierre Slamiche, un des deux fondateurs. C'est ça. Donc il y a des gens qui sont en interne et donc qui sont à temps plein, quoi. Il y a des gens qui sont bénévoles, et en interne, vous avez quoi comme compétences ? Vous avez toutes les compétences pour faire tourner toute l'infrastructure au jour le jour ? Aujourd'hui, on a toutes les compétences. Après, peut-être des fois sur des alors par exemple, donc tout ce qui est administration système. Sur le développement, vraiment, on maîtrise bien tout ce qui est serveur. Alors mobile, c'est Edouard plus qui est dessus en Flutter. Et puis après, tous les outils qu'on a, en général, on a essayé de garder sur des langages qu'on maîtrise au moins un peu. C'est vrai qu'il y a des choses faites par des bénévoles qu'on maîtrise moins et qui sont aujourd'hui dans l'infra. Et puis Raphaël, qui est plus sur le machine learning et l'apprentissage automatique. Donc ouais, aujourd'hui, là, tel qu'on est, on a quand même un spectre assez large. Voilà, même s'il y a des angles peut-être où on sera un peu moins à l'aise. Et à part le fait d'avoir donc des gens en interne et des bénévoles, est-ce que ça vous arrive de faire appel, je sais pas, à des freelances ou à d'autres types de personnes qui pourraient venir vous aider sur des besoins ponctuels, par exemple ? Alors ça nous est arrivé de faire appel à un designer externe, par exemple, mais souvent on a des financements en fait qui nous demandent que, par exemple les projets européens, ça demande que ce soit des personnes internes qui fassent les choses. Donc c'est une difficulté des fois pour nous. On aurait des fois aimé absorber un peu de charge de travail par des gens externes, mais ça a été difficile. Et puis on a eu aussi quand même du mécénat de compétences. Par exemple, on a eu 10 ingénieurs de Google quand on avait gagné le Google Impact Challenge pendant 6 mois, donc ça c'était énorme.
Mais on a eu aussi des aides par Sherit, par exemple, une association qui aide. Voilà, on a eu plusieurs mécénats de compétences. Et puis là, on a la DINUM qui normalement nous a promis un profil machine learning pendant 6 mois, qui sera une personne externe qu'on a sélectionnée. OK, donc la DINUM, c'est la Direction interministérielle du numérique, c'est ça, non? C'est ça. Ils nous aident par ce budget-là en nous mettant un développeur à disposition, enfin plutôt un gars du machine learning, quoi. Est-ce que typiquement sur des problématiques comme ça, donc ça vous arrive d'avoir des chercheurs et typiquement d'avoir des financements du style CIFRE ou ce genre de trucs, qui sont des financements, pour de recherche, quoi? Je sais pas si tu sais? On n'a pas ça pour l'instant. Voilà, on fait des projets en relation avec des chercheurs, mais qui sont payés à chaque fois par leur université, etc. Dans des projets en général plus larges où on a une petite part, donc qui utilisent Open Food Facts, mais on a une petite part. Mais pour l'instant, ouais, on n'a pas eu vraiment ce genre de. Une thèse CIFRE, c'est quand même un gros engagement pour une assoce comme nous qui est petite. Tu dois t'engager sur 3 ans. Voilà, je sais pas si on y pensera à un moment donné, et je sais même pas si une thèse CIFRE, ça peut se faire avec une association. Nous, on est une association, donc je suis pas sûr que ça marche. Ah ouais, c'est vrai, je sais pas. La question que je me pose, c'est, est-ce que c'est facile d'intégrer, 10 ingénieurs de Google qui viennent comme ça travailler, ils viennent travailler quoi? Sur un sujet en particulier? Ils viennent travailler sur quoi, en fait? Comment ça se passe? Ben, c'est pas facile. En plus, à l'époque, l'équipe, elle était 3, puis moi, j'étais le quatrième quand il y avait les ingénieurs de Google. Donc, ouais, c'était la tornade. C'était pas que des ingénieurs techniques, hein. Quand j'ai dit ingénieurs, en fait, eux, ils nous nommaient comme ça. Mais il y avait des gens dans la com, il y avait des gens qui nous ont aidés sur les relations publiques. Enfin, voilà, il y avait vraiment tout un panel. Mais on a eu un gros boost, notamment, par exemple, quelqu'un qui a fait du SysOp, qui a vraiment mis au carré tous les trucs autour de Docker, qui a installé des choses, un Prometheus et tout ça. Donc ça, c'était un gros boost. Et puis on a eu sur l'application mobile aussi, on a eu un UX designer à temps plein, on a eu plusieurs développeurs. Et ça nous a beaucoup aidé en fait à sortir la nouvelle version de l'appli mobile notamment. Ça a été vraiment la chose qui nous a beaucoup aidé. Tu as commencé à parler un peu de l'infra technique, mais actuellement, comment ça se passe, enfin, qu'est-ce qui fait tourner Open Food Facts Alors, qu'est-ce qui fait en termes tourner? techniques? Déjà, on est sur des serveurs en bare metal, on va dire, sur lesquels on met Proxmox en général. Enfin, là, on est en train de mettre un peu, enfin, on vient de mettre un peu tout sous Proxmox. Il y en avait qui n'étaient pas encore sous Proxmox. Donc, on a 5 serveurs actuellement, 2 qui sont hébergés par la fondation Free. Donc, c'est des serveurs qui nous appartiennent, mais qui sont hébergés gratuitement par eux, et 3 serveurs que nous sponsorise OVH, et peut-être un 4e bientôt, on espère. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de notre infra. Et ensuite, donc on a une infra qui est Proxmox pour structurer tout ça. Donc Proxmox, ça permet de créer des machines virtuelles et des containers en fait. Et puis on utilise énormément ZFS parce que c'est vraiment très très pratique en fait. On a pas mal de données quand même, surtout au niveau des images. Et c'est vraiment pratique pour faire de la synchronisation multi-machine. Comme ça, on peut synchroniser entre Free et OVH à un coût vraiment bon. J'ai trouvé un petit logiciel qui s'appelle Sanoid là, qui aide à faire ça de manière très carrée. Voilà, et on est basé, donc comme c'est Proxmox, on est beaucoup basé sur du Debian. Mais après, il y a un mix un peu, dans le sens où on a pas mal on a des installs dans des containers classiques, et puis on a pas mal aussi de projets. Les nouveaux projets, souvent on les déploie avec du Docker Compose. Du simple Docker Compose, souvent c'est des projets un peu atomiques, on va dire, voilà. Donc c'est beaucoup de choses comme ça. Et côté langage de développement, qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous avez à l'heure actuelle? Alors le cœur du projet est en Perl. C'est quand Stéphane a commencé, il a fait du Perl. Donc c'est vraiment tout le côté serveur est en Perl. Ensuite, on a l'application mobile qui est en Flutter Dart. Voilà, donc ça c'est quand il y a eu la nouvelle app, on a fait ce choix-là parce qu'il permettait d'être multiplateforme. L'environnement Google pour, créer des je dis pas de bêtises, hein, Flutter, Dart, c'est bien Google derrière? Ouais, c'est Google qui fait les langages, ouais. Ouais, c'est le langage de Google pour les applis Ouais, mobiles. OK. c'est ça. Mais à part que c'est le langage de Google, on va dire, Ouais. voilà, il y a pas d'adhérence plus que ça. Et puis après, on a pas mal d'outils donc qui ont été Mmh. développés en JavaScript ou en Python. Voilà, on essaye de pas trop multiplier les langages et les frameworks, on va dire, pour que ça reste un peu maîtrisable. Disons, si c'est des projets très périphériques, c'est moins gênant, mais si c'est au cœur de l'infrastructure, bon, c'est un peu gênant qu'on ait trop de langages. Ouais, c'est clair. Une des grosses parties, c'est la base de données et donc je me demandais un peu justement, qu'est-ce que vous utilisiez comme moteur de base de données ou ou comme moteur au pluriel, ça dépend ce que vous avez. Qu'est-ce que vous utilisez un peu, pour Alors faire tourner toute l'infra? ouais, déjà, il faut savoir que, de manière assez surprenante, le cœur de nos données, le single source of trust, comme on dit, Mmh. il est
c'est des fichiers stockés sur le disque. Voilà. Chaque produit en fait que vous voyez dans OpenFootFact, c'est un fichier stocké sur le disque, une sérialisation d'un objet Perl. Pour l'instant, c'est comme ça. On fera peut-être évoluer à un moment donné, mais il y en a beaucoup qui aimeraient faire évoluer ça, mais on n'a pas encore. Voilà, c'est un gros pas de faire évoluer ça, et on n'est pas sûr que ça vaille le coup pour l'instant. Et après, le deuxième acteur qui est historique, c'est MongoDB. Donc, on utilise pas mal MongoDB pour les requêtes, etc. Donc base de données NoSQL. C'est ça, très proche de JSON dans sa structure. Et puis ensuite, on a du PostgreSQL pour pas mal de projets en fait à côté, l'apprentissage automatique avec Robotov utilise beaucoup PostgreSQL, des projets comme Folksonomy Engine. Voilà, on utilise maintenant pas mal PostgreSQL dès qu'on peut. Et puis on a du Redis plus pour ces primitives de synchronisation en fait. Voilà, les streams, tout ce qu'on peut faire, les locks, etc. avec Redis qui est quand même pratique. Et on a un même cache aussi pour le cache. Ok. Tu disais tout à l'heure que sur le cœur de l'infra, vous gardez un petit nombre de technologies, mais que sur d'autres projets, il peut y avoir des trucs un peu plus différents. Est-ce qu'il y a des choses un peu, je sais pas, exotiques ou d'autres trucs que vous avez Je réfléchis. Bon, en termes de base de données, par exemple, là, on est en train de faire un éditeur de taxonomie qui s'appuie sur Neo4j, parce que comme c'est des graphes, les taxonomies, on s'est dit que ce serait pratique. Mais en termes de langage, à part des connecteurs, j'ai pas connaissance d'un projet qui aurait un langage vraiment très particulier. Ouais. On a, je veux dire, on a les anciennes apps mobiles qui étaient en Swift, en Kotlin. Mais bon, il n'y a plus personne vraiment qui les maintient aujourd'hui. Il y a plus, voilà. Donc là, tu as expliqué que toute l'infra, la partie serveur, une grosse partie, c'était en Perl. Alors moi, je suis pas développeur Perl, mais j'ai travaillé sur un projet qui a été créé en Perl. Et en fait, en gros, la problématique qu'on avait, je suppose que vous devez certainement rencontrer à peu près la même, c'était que, en fait, c'est dur de trouver des gens qui font du Perl à l'heure actuelle. Globalement, c'est des gens qui ont nos âges ou encore plus âgés, quoi, et qui sont développeurs ou admin 6. Enfin bref, c'est compliqué, ça attire pas les jeunes. Ils veulent faire autre chose. Et donc, en fait, je me posais la question de savoir est-ce que c'était compliqué de maintenir pour vous du Perl. Est-ce que c'était, enfin, qui maintenait du Perl, ou est-ce que, bah, justement, voilà, comment vous gérez cette, alors je sais pas si on peut appeler ça de la dette technique dans votre cas, mais comment est-ce que vous gérez, bah, justement le fait que c'est pas forcément évident de trouver des gens qui font du Perl, quoi. Déjà, est-ce que tu partages mon analyse déjà? Oui, clairement, nous on le ressent. Je veux dire, c'est clair que ça rebute pas mal quand on dit c'est en Perl. On sait que ça freine pas mal de contributeurs. Après, on a quand même des gens qui ont appris le Perl pour pouvoir participer à OpenFootFacts, donc ça c'est vraiment génial. On a essayé nous de mettre des ressources, par exemple pour ceux qui veulent apprendre le Perl. On fait un peu aussi une des choses qu'on a fait, par exemple, on a des programmes. La Perl Foundation, par exemple, nous a permis de participer 2 fois, et encore cette année, je crois que ça va être la 4e fois cette année, à un programme qui s'appelle Outreachy, pour favoriser la diversité, donc des étudiants différents en fait, qui appartiennent à des ethnies moins représentées, à des genres moins représentés dans l'informatique. Et donc ça, c'est des gens qui apprennent le Perl exprès. Là, on va recruter un stagiaire parce que dans leur formation, il y avait un peu de Perl. J'avais posté une offre de stage. Voilà, bon, pour dire, ouais, effectivement, c'est un problème. Et notre réponse à ça, disons aujourd'hui, c'est donc de dédramatiser, parce qu'on fait pas du Perl hyper complexe. Donc quand on connaît Python, on peut assez facilement glisser dans le Perl, voilà. Mais aussi de simplifier notre architecture, parce qu'il y a d'autres freins, c'est que notre architecture parfois est un peu compliquée sur certains points. Voilà, c'est du code qui a vécu longtemps et qui pourrait être simplifié. Et la dernière étape, c'est qu'en fait, on a une poussée aussi de la communauté pour ça, et nous on est content de le faire aussi. Ça va être de faire plus de composants, en fait, de faire plus organisé en services, ce qui permet pour certains services d'utiliser d'autres technos qui ont plus de contributeurs. Et aussi, ça redimensionne quand on s'occupe juste d'un service, bah, ça redimensionne aussi la taille du problème. Donc, c'est plus facile de contribuer. Voilà. Mais je pense dans le futur proche, le cœur du projet, c'est-à-dire la logique métier, etc., restera en Perl. Mais c'est vrai qu'on a commencé, par exemple, la recherche. Là, on a un nouveau projet qui s'appelle Search Alicius. C'est du Python, Elasticsearch et du JavaScript, quoi. Ouais, ça semble assez cohérent d'essayer au fur et à mesure de faire des microservices. J'aime pas trop le terme micro parce que Services. voilà, des services, parce que micro, des fois, c'est Mm. on se tire une balle dans le pied à faire des choses trop complexes. Donc pas trop non plus, mais voilà, des services un peu
qui font sens. Est-ce que tu as une idée des grandes étapes du développement de techniques sur OpenFootFacts? Ouais, alors je pense que le serveur a pas trop bougé, on va dire. C'est du Perl et MongoDB, je pense, c'était là dès le départ. Par contre, donc, quand ils ont lancé la toute première appli mobile, c'était du Cordova. Donc, elle a fait un certain temps. C'était la première appli de scan, hein, en pratique. Cordova? Mais attends, c'est quoi Cordova? Je Alors connais même pas. Cordova, ouais, c'est un framework en fait qui te permet de faire des applications en utilisant les technologies web, des applications mobiles en faisant des technologies web. Donc il va contenir ton application et il te permet d'écrire du JavaScript classique et du HTML et tu auras une application mobile. Alors il rajoute des API, je pense, là je suis pas sûr à 100%, mais c'est encore bien actif, hein, Cordova. C'est un truc multiplateforme ou? C'est pour faire des applis mobiles, ouais, je pense multiplateforme. Là je mets pas ma main à couper. Et ensuite, on est passé donc à du spécifique. Donc sur iOS, je pense c'était du Swift. Sur Android, c'était d'abord du Java puis du Kotlin. Et maintenant, on est passé à Dart parce qu'il y avait des contributeurs qui poussaient pour avoir du Dart et que nous, on voyait qu'il y avait vraiment une très grosse difficulté à harmoniser les deux applications mobiles. Surtout que c'était vraiment des bénévoles à l'époque qui développaient et chacun avait son idée sur comment il devait développer son application. Donc, il y avait vraiment pas du tout de parité de fonctionnalités, etc. C'était pour les utilisateurs, c'était un peu Déroutant? ouais, déroutant, exactement. Merci. Quand je suis arrivé, moi, il y avait quelqu'un qui avait déjà commencé, là, un contributeur allemand qui fait pas mal de trucs. Son pseudo, c'est Hangi, qui avait commencé à dockeriser un peu le serveur. Olivier qui était chez Google et puis moi ensuite, on a fini cette dockerisation qui a rendu vraiment plus simple en fait de contribuer au projet. Tu fais un make dev, ça te voilà, pourvu que t'aies Docker installé et tout ça, tu peux vraiment commencer à coder assez rapidement. Donc ça, on a pas mal dockerisé pas mal de projets et cette mise en service aussi, enfin ce découpage en service là, on est en plein dedans. Disons, on est en train d'enlever des bouts. Petit à petit, là, on avait des gros problèmes de performance, tu vois, par exemple. Si tu vas sur la page d'accueil, tu peux naviguer par des facettes. Tu as un bouton qui te dit naviguer ces résultats par... et tu peux dire, par exemple, le Nutri-Score. Je veux voir les Nutri-Score. Donc, il te dit, il y a tant de produits Nutri-Score A, tant de produits Nutri-Score B, etc. Et cette page-là, en fait, qui fait de l'agrégation sur elle fonctionne avec MongoDB, mais à un moment, elle était vraiment... trop lente et comme on était en train de migrer les serveurs, on avait mis le MongoDB sur un petit serveur prêté par OpenStreetMap France, merci à eux d'ailleurs. Et du coup, ça plantait. Et un de nos contributeurs, du coup, a fait un service qui est en JavaScript avec PostgreSQL et qui fait ces queries-là, quoi. Et en fait, juste pour ces queries-là, on utilise ça et puis on va l'utiliser pour d'autres choses aussi. Le sujet suivant qu'on a un peu abordé avec Manon, mais je voulais savoir si tu avais des choses à rajouter là-dessus, peut-être plus d'ailleurs sur la partie serveur, c'est les licences. On a parlé un peu donc des licences associées aux données, des licences ODBL, Ouais. donc Open Database License. Ouais. À part cette licence ODBL, pour tout ce qui est code, qu'est-ce que vous utilisez comme licence? En général, on met. Moi, quand je suis arrivé, c'était comme ça et j'aurais fait ça. Donc, c'est en AGPL en général, Affero GNU Public License. Donc, l'Affero GNU Public License, elle dit voilà, mon code est libre, mais si toi tu l'utilises, tu dois aussi montrer le code source, enfin partager le code source avec la même licence à tes utilisateurs. Et l'Affero, elle a cette protection aussi pour du code qui tourne sur le web. Voilà. Comme nous, tout notre code il tourne sur le web, ça a plus de sens. Et voilà. Après, il y a des contributeurs qui démarrent un projet avec une autre licence, et dans ce cas-là, on respecte la licence initiale qu'ils ont mis s'ils ont produit beaucoup de code. Des fois, on peut lui proposer de plutôt aller sur l'AGPL, voilà, si c'est au début du projet. Et puis, il y a des choses comme, bien sûr, quand tu fais un SDK, par exemple, ça n'a pas de sens de mettre l'AGPL. Et, il faut absolument, c'est pour que le maximum de monde l'utilise, même des applications tierces propriétaires, on va dire. Donc, dans ce cas-là, on met une licence BSD-like. D'accord. T'as pas de logique intrinsèque en général, tu donnes juste accès de la manière la plus naturelle dans ce langage-là à ton API, quoi. Alors, je me pose deux questions. La première, c'est, tu dis, OK, on a des bénévoles qui commencent des projets et qui prennent une licence qui est pas forcément celle-là. Je me posais la question de savoir, les gens qui commencent des projets, est-ce que vous avez un peu des guidelines, des lignes directrices, des bonnes pratiques, pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens? Bah, typiquement comme là, le fait de dire, bon, bah, voilà, utilisez plutôt une AGPL et cetera. Enfin, je me posais déjà cette question-là. Eh ben, on n'a pas de guideline, c'est un bon truc qu'on pourrait faire. Tu as raison. C'est rare que quelqu'un commence un projet sans nous dire, enfin voilà, parce que en général c'est quelqu'un qui connaît bien le code, donc qui sait un peu les pratiques de la communauté, donc ça va se passer normalement
naturellement, mais c'est vrai que c'est pas bête qu'on pourrait un peu expliquer, avoir une guideline, ouais. Donc je suppose de ce que je comprends, c'est que quand les gens contribuent au code, il n'y a pas de contributor license agreement ou voilà, de mécanisme qui permet de partager la propriété ou de céder sa propriété, quand un contributeur veut contribuer du code chez vous? Non, ouais, on n'est pas sur ce genre de mécanisme. OK. C'est plus facile de favoriser la contribution comme ça, voilà. On pense, peut-être à tort, mais on pense que la licence suffit, quoi. Là, justement, on vient commencer de parler de communauté et donc je me demandais qui contribue, en fait? Tout à l'heure, tu expliquais qu'il y avait des sociétés qui, dans le cadre de partenariats ou d'opérations spéciales contribuent, mais est-ce que c'est plutôt des individuels qui contribuent en général? Est-ce que c'est plutôt des sociétés? Enfin, Ouais. Alors la plupart des gens qui contribuent, c'est des individuels en fait, hein, qui font ça sur leur temps libre, parce que, ça a touché une corde chez eux ce projet ou parce qu'ils cherchaient à avoir un impact, sur l'alimentation, avec leurs compétences. Je donne un exemple, là on a John qui est un senior développeur qui est en Angleterre et qui, lui a failli en fait faire son appli ou sa base de données. Puis quand il a découvert OpenFootFacts, il a dit ben non, mais c'est là en fait, il faut que je m'investisse là. Et maintenant, il s'investit un jour par semaine complet avec des super compétences. Ouais, ouais. On a ouais, Benoît en Croatie, pareil, qui lui a appris, quand je te disais, il y en a qui apprennent le Perl pour contribuer, a appris le Perl, a appris à programmer, a commencé en fait à d'abord s'intéresser aux taxonomies, etc. Donc c'est déjà un sujet un petit peu technique parce qu'il faut se rentrer dans le sujet. Et après, il a voulu vraiment corriger les erreurs sur les ingrédients et tout, sur les produits qu'il voyait. Et il s'y est mis, quoi. Il a commencé à corriger 2-3 regexp dans le code. Puis maintenant, il fait carrément des nouvelles features, etc. Lui-même, quoi. Après, ça, voilà, il y a des gens qui viennent, qui sont plus dispo à un moment. Bon, ben ça, c'est la vie de l'open source, on va dire, et de la communauté. Donc c'est surtout ça. Après, je te dis, il y a eu des choses un peu exceptionnelles comme la fondation Google qui, dans le cadre du prix qu'on avait gagné, Google Impact Challenge, ils sont venus nous aider. Et oui, des projets étudiants aussi et des programmes. Voilà, on a eu 2 années, on a eu la chance d'avoir Google Summer of Code. C'était aussi des bonnes opportunités. Là, on l'aura pas cette année, donc malheureusement, mais voilà. un avantage d'avoir un projet à impact comme ça, c'est effectivement de pouvoir attirer des compétences que dans tous les cas, tu pourrais pas te payer, quoi. Tout à fait. Bah, je dirais c'est le propre un peu de l'open source aussi, hein, je dirais. Enfin, faut que tu aies une communauté accueillante aussi. Nous, on essaie vraiment d'être très accueillant. On essaye. Des fois, on passe vraiment du temps avec certains contributeurs qui ont. Des fois, ça paye pas toujours, mais c'est pas grave. On le fait aussi. Je veux dire avec cette idée que un projet, ça doit être un lieu d'épanouissement aussi des personnes. Un projet open source comme le nôtre, enfin un projet qui est plus qu'un projet open source, puisque c'est un projet qui a un impact aussi sur l'alimentation, etc. Donc, on pense qu'il y a vraiment ce cadre aussi épanouissant, qui favorise la diversité aussi, etc. Voilà, même si notre temps n'est pas extensible, donc à un moment, il faut aussi qu'on fasse attention. On a aussi nos objectifs internes à atteindre, je dirais, des fois qui nous sont imposés un peu par le rythme des projets qu'on a gagnés, etc. Donc il y a des fois des choix à faire. Mais voilà, on essaye, mais voilà, donc tout ça, il y a des réponses. C'est-à-dire, on essaye aussi, par exemple, de favoriser l'autonomie. On essaye de dire aux gens, voilà, plus tu seras autonome, plus nous, on pourra travailler ensemble facilement, quoi. C'est un peu tout ça. Mais je suis, ouais, c'est super important. Johannes, là, dont je parlais tout à l'heure, c'est un contributeur, lui, il est allemand et il est en train de nous mettre en place Keycloak. C'est un travail un peu titanesque. Donc, du coup, John l'a Tu peux rejoint. Donc, expliquer ce que c'est que Keycloak? ouais, Keycloak, donc c'est toujours dans notre logique de faire des services. Keycloak, c'est un service d'authentification et comment dire, référentiel utilisateur en fait. Voilà. On s'est dit pour cette chose-là, vaut mieux qu'on prenne une solution sur l'étagère et ça nous apportera plein de fonctionnalités comme OAuth, etc. C'est pas la peine de réinventer la roue. Voilà. Et sur l'appli mobile, on a son pseudo, c'est Monsieur Tanuki qui nous fait plein de PR vraiment en Allemagne aussi. Quelqu'un de plus jeune, Marvin. Enfin voilà, on a vraiment avec des gens qui ont des niveaux très différents des fois, mais ça se passe bien quoi. Et on essaye de vraiment souligner aussi l'apport de chacun. Là, j'ai par exemple aussi un groupe d'étudiants, par exemple 3 étudiants de Centrale Supélec qui font un projet grâce à Latitude, une association qui essaye d'aider à sensibiliser les étudiants et le monde de l'entreprise aux enjeux éthiques du numérique. Donc on fait un projet avec 3 étudiants, voilà, qui font 2 jours par semaine. Ils travaillent sur ce projet d'éditeur de taxonomie, par exemple.
Là, jusqu'à présent, les contributeurs que tu as cités, c'était plutôt en Europe? Vos contributeurs, ils viennent un peu partout dans le monde ou principalement, il y a des pays principalement où ça ressort, quoi? Pour l'instant, ça ressort pas c'est pas mal en Europe. Là, il y a un contributeur qui est en Australie, mais tu vois, c'est pas simple, l'Australie pour les time zones, tu vois. On essaye parce qu'on a essayé d'humaniser aussi cette relation à la communauté en faisant des points réguliers. C'est une des choses, il y a 2 ans, quand on s'est un peu dit: «Ouais, faut vraiment qu'on prenne du temps pour la communauté», une des choses qu'on a identifiées, c'est de faire plus de réunions régulières. Donc il y a des, choses comme le serveur, c'est très actif, le serveur en Perl, donc ça, on fait une réunion toutes les semaines, pareil sur l'application mobile, mais par exemple sur l'infrastructure, moi je fais une réunion mensuelle, voilà, pour aussi se rencontrer, etc. Donc on a quand même aussi, quand on fait des réunions, on peut avoir aussi des gens des États-Unis, mais voilà, c'est un peu plus ponctuel, on va dire, pour l'instant. Pour l'instant, le gros de la communauté la plus active, on va dire, il est en Europe. Mais on a aussi des bons bouts de communauté en Amérique du Nord. Là, on a quelqu'un qui est en Argentine, qui voudrait vraiment booster sur un nouveau projet qu'on fait qui est né de la communauté là aussi, qui s'appelle Open Prices. Donc, où Mmh. on essaye de traquer tous les prix de l'alimentaire. Hein. Je crois que Manon en a parlé. Ouais. Donc voilà, c'est un peu tout ça, ouais. Quels outils vous mettez à disposition de la communauté pour pouvoir interagir et collaborer avec vous? Disons, vraiment beaucoup de choses se passent sur le Slack. Je sais pas si c'est idéal, mais c'est comme ça. Dans le sens où Slack, ça te demande beaucoup de présence, beaucoup de temps. On a aussi un wiki où il y a des gens qui éditent pas mal. Ça fait une bonne source de documentation. Il manque de structure. On voudrait le restructurer. Moi, ça fait un mail que ça me démange de le restructurer, mais j'ai pas encore réussi à m'y mettre. Et puis, on a un forum. On a ouvert il y a quelque temps un forum parce qu'il y a des gens, bon, Slack, c'est propriétaire, malheureusement. Bon, pour l'instant, on migre pas sur autre chose parce que ça coûte pas mal de faire une migration, et donc, on a fait un forum c'est un discours pour être plus accessible à certaines personnes. Et puis après, il y a GitHub qui sert beaucoup pour toute la communauté tech, on va dire, voilà, les tickets, les branches. On a un blog aussi, voilà, pour des nouvelles et une newsletter. Mais ça, c'est plus la communauté au large, on va dire. Même si on avait voulu faire une newsletter tech, mais on n'a pas démarré encore. On avait un numéro 0 dans les tiroirs, mais voilà, ça n'a pas démarré. OK, je me posais la question aussi de savoir comment vous répartissiez le travail entre les personnes salariées et les bénévoles? J'entends par là qu'une personne salariée, tu peux prévoir son temps, sur les, semaines, mois à venir, alors qu'un bénévole, c'est plus compliqué. Tu peux pas forcément lui demander un rendu ou quelque chose à une date très précise. Comment ça se passe? En fait, nous, déjà, l'équipe permanente, par rapport aux projets qui ont été financés, on a des obligations. Et c'est à nous de le faire, on va dire, parce qu'on a reçu les financements pour ça. Donc déjà, ça nous prend beaucoup de temps. Le temps qui nous reste, souvent, c'est pour animer la communauté et faire quelques petites bouts à droite à gauche. Mais ça veut dire que tout le reste, tout ce qu'on aimerait faire, qui va vraiment servir au projet, parce que bon, les projets européens, tout ça finance pas tout ce qu'on aimerait faire, bah ça va dépendre de la communauté. Donc voilà. Et comme tu dis, ça veut dire que des fois faut avoir la patience. Une personne est là puis elle peut pas finir. Donc ça peut arriver aussi qu'on donne un coup de main à un bénévole à commencer un énorme boulot. Voilà, on finit le boulot parce qu'il est moins disponible. Ou alors des fois, tu vois, il y a des choses assez intéressantes. Par exemple, sur ce projet de recherche là, en fait, on n'avait pas de financement encore, mais il y a d'ailleurs un Américain qui voulait améliorer la recherche et qui avait démarré un projet. Je l'avais un peu aidé pour set up le projet, etc. Et puis j'avais fait ses revues de code, etc. Mais c'est lui qui avait démarré. Et ça nous a servi de base en fait après pour faire le projet européen. Vous êtes pas forcément, et c'est ce que disait Manon, vous êtes pas, vous êtes financé pour faire, globalement des projets quoi, certaines actions, mais l'entretien du commun et donc l'entretien de l'existence, c'est autofinancé quoi? On a du mal à le financer, disons. Nous, dans l'idéal, on aimerait que ce soit financé, que ce soit bien financé. Aujourd'hui, on a du mal à le financer. Après, nous, quand on fait un projet, tu vois, on considère aussi qu'il y a une base, je dirais. Il y a des choses qu'on fait un peu pour le commun qui peuvent rentrer dans ces projets et aussi, je dirais, moi, on considère que voilà, s'il n'y avait pas le projet, il n'y aurait pas les projets européens, donc on prend un peu de temps quand même. Mais oui, c'est une des grosses difficultés. Je te donne un exemple. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'infra l'année dernière parce qu'on avait vraiment plus de place sur les serveurs, etc. Il fallait migrer des serveurs, remplacer les disques, changer, mettre à jour, etc. Et ça, en fait, ça nous met vraiment en retard sur les projets européens.
parce que justement ça c'était pas du temps financé vraiment et pourtant c'est ultra nécessaire quoi. Sinon le projet s'arrêtait quoi. Il y avait le serveur qui tombait par terre et enfin voilà. Mais ça on travaille dessus. On essaye vraiment, on s'est fixé comme objectif cette année d'essayer de faire financer le commun. On se dit c'est pas normal que ce soit pas financé. Il faut vraiment qu'on cherche les personnes, qu'on sache disons le présenter et qu'on trouve les bonnes sources de financement pour ce commun. Entre l'interview de Manon et puis j'ai écouté aussi des conférences pro que vous avez données, et il y a quelques trucs qui ont popé là, qui m'ont intéressé. C'était, les outils, les intégrations que vous faisiez, pour les professionnels. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec des professionnels en termes de flux quoi, tout simplement? En fait, on a des professionnels très différents parce que dans les producteurs, tu as la personne qui produit, je dirais, dans son petit labo, voilà, à la main, tout à la main, et qui peut être intéressé à être sur Open Source Facts. Tu as l'entreprise de 10, 15, 25 salariés. Et puis, tu as la marque distributeur de Carrefour ou Picard ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment des choses très différentes. On a été un peu financé par Santé publique France pour ça aussi. Eux, ils voulaient vraiment s'assurer que la qualité des données dans la base était bonne. Et donc, l'idée, c'était de dire, il faut les données des producteurs. Alors, c'est vrai que c'est des données plus complètes. La qualité est pas toujours si grande que ça. Je veux dire, c'est un vrai problème même pour les producteurs. La qualité des données, c'est pas un problème. Je dirais, si on peut penser qu'en 2024, bah non, c'est pas si simple. Je dirais même pour eux. Donc, on a fait cette plateforme producteur. L'idée, c'est donc que tout le monde puisse avoir accès, donc même les petits producteurs. Donc là, tu peux vraiment rentrer tes fiches comme tu le ferais sur OpenFoodFacts à la main. Ou alors, on peut le faire à partir d'un tableau de type tableur, enfin voilà, qu'on remplit. Quelqu'un, donc ça permet, c'est un pont facile, on va dire, même pour quelqu'un qui aurait un petit outil custom ou qui aurait un outil où il peut faire des exports. Ça peut être assez facile de copier-coller pour mettre dans les bonnes cases. Surtout que l'outil d'import des CSV, il est assez tolérant. Tu peux lui dire, voilà, cette colonne-là, c'est ça, cette colonne-là, c'est ça. Et ensuite, on a des gens, genre Carrefour, bah, ils nous font carrément, ils nous font un export toutes les nuits qu'ils envoient ou toutes les semaines, je sais plus, mais qui nous envoient sur un SFTP. Et nous, on a fait un script pour aller manger leurs données, sachant qu'eux, ils ont déjà fait leur partie, on va dire, de mettre les données en forme pour que ce soit assez facile pour nous. Et puis ensuite, on s'est branché sur des gens en fait qui gèrent les catalogues des producteurs. Donc des gens comme Agena 3000, Bayard et Quadis, donc ceux qui ont bien voulu le faire, parce qu'on a eu d'autres gestionnaires de catalogue qui nous ont dit ah oui on veut bien vous le faire mais ça vous coûtera 10 000 euros. Ah oui, ben non. C'est-à-dire que ceux qui ont accepté, c'est eux qui l'ont fait leurs frais quoi. C'est-à-dire, nous, ce qu'on leur a demandé juste, c'est de nous pousser juste les données dans le format standard du domaine qui s'appelle GS1. Ok. Et donc, oui, ils ont fait dans leur plateforme, effectivement, ils ont fait quelque chose, ils ont fait un développement puisqu'ils ont effectivement rajouté une case à cocher pour que les producteurs puissent dire je veux pousser mes données vers OpenFoodFacts. Mais on peut considérer que pour eux, c'est aussi une offre au catalogue parce que ça permet aux producteurs qui utilisent leurs produits pour rien du tout d'avoir ces données dans OpenFoodFacts, ce qui est un plus pour le producteur. Avec ceux-là en particulier, ça s'est très bien passé, on va dire, et donc ça nous a donné accès à pas mal de producteurs parce que tu vois, entre dire quand tu rencontres la personne, tu dis ah oui, alors faudrait que je vois mon équipe IT, etc., enfin mon équipe technique. Et tu lui dis non mais vous êtes chez Agena 3000 ou Bayard ou Equadis et ils te disent oui on est oui on a vous allez dans leur interface et vous dites que vous voulez donner vos données et ça marchera quoi. Donc ça ça débloque pas mal. Ça leur coûte rien de faire ça donc en fait c'est tout bénef pour eux quoi. C'est ça. C'est tout bénef pour eux. Et l'autre chose, donc nous, la plateforme aussi, c'était ce qu'on a fait aussi, c'était dans les plans aussi de Santé publique France, avec lesquels on adhérait complètement. C'était aussi parce que le Nutri-Score, le but, c'est que ça ait un impact en fait sur ce que produisent les producteurs. C'est-à-dire, on augmente la connaissance des consommateurs, on augmente la capacité des consommateurs à choisir les bons produits. Bah, derrière, c'est aussi pour que les producteurs ils disent ah mince, faut qu'on ait des bons produits du coup. Et donc, une des choses qu'on propose pour attirer aussi les producteurs, c'est de leur dire, on va vous faire une analyse de vos produits et on va vous relever dedans toutes les améliorations que vous pouvez faire, les améliorations simples, on va dire, pas trop dures à faire, genre diminuer un peu le sel, qui vont vous amener à un meilleur Nutri-Score. On le fait pas encore pour l'impact environnemental parce que c'est un petit peu plus complexe, mais voilà, on le fait pour ce genre de choses. Et puis aussi, ça permet à des petits producteurs de calculer le Nutri-Score, de calculer l'impact environnemental avec l'EcoScore, par exemple. À un moment, par exemple, Carrefour a expérimenté, alors ils l'ont débranché maintenant, mais sur leur Drive,
tu avais accès à l'EcoScore et ils le prenaient directement de la plateforme producteur. C'est un gros travail, ce travail justement de conseil. Techniquement, c'est complexe? Non, techniquement, c'est pas trop complexe. C'est vraiment plus des problèmes humains là, et c'est pour ça que c'est beaucoup le boulot de Manon. Donc nous, faudrait vraiment, tu vois, on aurait vraiment, mais on a des petits financements seulement pour ça, donc on a du mal à le faire, mais il faudrait vraiment qu'on améliore l'ergonomie, par exemple, de la plateforme producteur pour favoriser l'autonomie en fait, et que voilà, quelqu'un qui a 10 produits, il puisse vraiment s'y retrouver tout seul. C'est pas des informaticiens, les gens qu'on a en face, c'est des gens de l'agroalimentaire. Donc il y a cet aspect-là, mais après c'est surtout voilà, il y a tout le travail de convaincre les gens de pourquoi c'est intéressant qu'ils versent leurs données dans OpenFoodFact, qu'est-ce que ça va leur apporter, et puis tout l'accompagnement, on va dire humain quoi, parce que des fois il y a des personnes de bonne volonté dans une entreprise, mais elles savent juste pas où est la donnée quoi. Enfin, elles savent pas comment. Donc nous on a des petits trucs qu'on leur dit quoi. Par exemple, on va leur dire ouais, vous avez un e-commerce? Peut-être il faut leur demander à eux où c'est qu'ils prennent les données parce que voilà, des petites choses comme ça. Vous avez quelqu'un dans la qualité, donc lui peut-être il a accès aux données. Enfin, c'est plutôt ça. Mais après, je dirais sur l'aspect conseil sur le Nutri-Score et tout, on va dire c'est sur l'étagère quoi. Tu mets tes produits, tu as des conseils. Voilà, je pense que la plupart des gens ils savent l'utiliser. Ce qui les intéresse d'ailleurs, les producteurs aussi, c'est des fois de faire du benchmarking, c'est-à-dire de comparer leurs produits aux autres produits en fait, parce que nous par exemple on te dit dans la catégorie de tes produits, les autres produits ont plus de sel, moins de sel, plus de fibres, moins de fibres, et donc ça les intéresse beaucoup aussi ce genre. Je voudrais qu'on parle maintenant un petit peu du flux de développement. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est un peu, comment est-ce que vous construisez la feuille de route de vos différents produits? Comment elle est influencée, en fait? Qui s'en charge et comment vous la gérez, vous la respectez, quoi? Je dirais qu'il n'y a pas un processus, il n'y a pas de processus très clair. Il y a un côté opportuniste, hein. Clairement, on voit un appel à projet, on se dit ah, avec cet appel à projet, on pourrait faire ça. Typiquement pour la recherche, là, on savait qu'on avait vraiment besoin de refondre la recherche depuis un moment, mais on n'allait pas s'attaquer à ce dossier-là normalement prioritairement. Mais quand on a vu l'appel à projet européen, on a dit ah ouais, ça ce serait chouette. On va proposer un projet, ça va nous apporter un vrai moteur de recherche que les gens attendent. Voilà. C'est aussi, on est tout le temps, tous les jours en contact avec nos utilisateurs, avec la communauté. Donc il y a aussi plein de demandes qui viennent de la communauté, que ce soit du bug irritant, c'est-à-dire chaque fois que je fais ça, ou de l'erreur qui te revient 15 fois, où les gens disent j'ai pas compris comment faire ça. Donc ça peut beaucoup influencer la roadmap. Il y a la disponibilité des volontaires, comme je te dis, dans le sens où un volontaire souvent il va venir, il y a des sujets qui l'intéressent. Il va dire moi ce qui m'intéresse, ce serait de contribuer à ça. Il a des compétences pour ça, donc ça va vraiment influencer la roadmap. Dans le sens, nous ça nous prend un peu de temps aussi parce qu'il faut l'accompagner, donc ça nous prend un peu de temps. Donc ça va être aussi, voilà, il y a de l'opportunisme aussi dans ce sens-là. Mais après, je dirais, au niveau de l'équipe permanente, on va aussi avoir des réflexions un peu stratégiques régulières. On fait tous les mois, on fait par exemple un moment ensemble qui vont nous aider à donner des orientations. Donc, par exemple, là, on sait qu'une orientation qu'on a, c'est qu'on veut plus d'utilisateurs sur l'app mobile. On pense que notre app mobile, elle n'a pas le nombre d'utilisateurs qu'elle mérite. Et on sait que c'est aussi ça la soutenabilité du projet, parce que les utilisateurs, c'est le cœur du projet, c'est le crowdsourcing, c'est voilà la donnée participative. Donc, on sait que c'est ça qui est soutenable. Et donc, par exemple, là-dessus, on s'est dit, mais plutôt, en fait, que de partir que de notre vision à nous, on s'est dit, il faut vraiment qu'on inclue la communauté. Donc, l'année dernière, on a fait tout un processus participatif, en fait, pour essayer de déterminer ensemble quelle est la priorité pour le futur de l'app mobile. C'était très intéressant. Tu vois, on est parti une série de sessions de brainstorm. Après, on a individualisé des pistes, des grandes pistes, à partir de ce qui était sorti des brainstorms. On a essayé d'approfondir ces pistes en petits groupes. Et ensuite, on a fait voter la communauté sur les pistes qui étaient les plus intéressantes, une fois qu'elles étaient instruites, quoi. Voilà, les votes étaient très serrés d'ailleurs. À la fin, on a pris voilà, ce qui est sorti le plus, et nous, ça nous a un peu surpris, en fait, c'était la personnalisation. Enfin voilà, une app. Et en fait, ça tombait en fait assez bien stratégiquement parce qu'on s'était dit, plus d'utilisateurs, c'est aussi plus d'utilisateurs fidèles. Parce que souvent, tu vois, tu vas utiliser une appli de scan et une fois que tu as un peu scanné ton environnement habituel, tu vas pas beaucoup la ressortir parce que ça y est, tu as choisi les produits, tu sais qu'ils sont bons, voilà, tu la ressors à l'occasion. Et on s'était dit, en fait, faudrait que l'appli, elle soit un peu plus compagnon, parce que nous, on a besoin, par contre, on aurait besoin que tu rescannes le pack de produits parce qu'il a changé, etc.
on s'était dit qu'il faudrait qu'on crée un peu un compagnonnage. Et donc, cette personnalisation, elle veut un peu dans ce sens parce que l'idée, ce serait de faire des fonctionnalités, par exemple, de dashboard. Comment est réparti le Nutri-Score de tes achats dans un mois par rapport au mois dernier, etc. Ton éco-score. Enfin, voilà, c'est ces idées qu'on a un peu, qui sont ressorties, on va dire, de ces pistes-là. Donc, tu as des choses opportunistes parce que tu as un financement qui te permet de travailler sur un sujet sur lequel vous vouliez travailler, mais que vous ne pouviez pas le faire sans financement. Il y a des choses que vous corrigez au quotidien, quoi, au jour le jour, etc. Mm. Il y a des grandes consultations et si je comprends bien aussi, il y a d'autres projets qui sont menés par des contributeurs aussi, quoi. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a quelques projets, si tu veux, mais alors ça, c'est un peu la part congrue, malheureusement, parce que qui sont stratégiques pour nous. Je te donne un exemple très récent. Enfin, Nutri-Score V2, on peut pas ne pas le faire, quoi. C'est juste, c'est stratégique, je veux dire, en termes de visibilité, etc. Mais c'est même stratégique, je veux dire, c'est le cœur de ce qu'on veut faire. On peut pas ne pas le faire. Alors, on avait un petit financement de SPF, de Santé publique France pour ça, mais c'était pas tout à fait suffisant. Voilà, on le fait quand même, quoi, parce que c'est vraiment important. On peut pas ne pas faire le Nutri-Score V2, quoi. Ça a plein de sens pour nous et tout. En plus, ça va vraiment dans le sens d'une amélioration. Donc, La plupart du temps, vous travaillez à distance. Est-ce qu'il y a des moments un peu privilégiés où vous pouvez vous retrouver avec vos contributeurs en physique? Parce que parfois, ça aide de rencontrer des gens en vrai, quoi. Je sais pas, est-ce que vous organisez des journées, je sais pas, mensuelles, enfin annuelles, ou est-ce que vous allez sur des événements comme, je sais pas, tu as des projets qui vont se retrouver dans des événements comme le FOSDEM, par exemple, pour en profiter pour faire leur meet-up, etc. Est-ce que vous avez, vous, des moments dédiés justement à ce partage et cette rencontre? alors le grand moment, en fait, c'est les journées Open Food Facts. Donc, ces dernières années, ça tournait plutôt autour d'octobre. Ça, c'est vraiment l'événement de la communauté. Donc, on se retrouve pendant 2 jours. Les dernières fois, on a plutôt fait sur Paris. Voilà, c'est un peu difficile pour l'instant de déplacer ailleurs, mais parce que c'est plus facile pour tout le monde d'aller à Paris, etc. On a fait ça à l'Académie du Climat, qui est un lieu super sur Paris pour faire ce genre de choses. On les remercie beaucoup d'ailleurs. Donc, c'est vraiment le lieu de la communauté, là, où des gens souvent passent d'une connaissance partielle du projet à une connaissance plus profonde, où il y a tous ces liens d'amitié. Après, on n'avait pas de bureau avant. Là, depuis 1 an, on a des bureaux. Donc, on essaye aussi de dire aux gens si vous voulez passer. Mais en fait, il n'y a pas tant de monde sur Paris. Donc, c'est arrivé qu'un contributeur qui soit de passage sur Paris, il vienne nous faire un coucou. Par exemple, Raphaël Odini, qui travaille sur Open Prices, il est venu plusieurs fois à Paris. À chaque fois, il vient un peu au bureau. Nous, 1 fois par mois, l'équipe permanente, on fait ce pilotage. Donc, on essaye d'être en physique. Donc, on s'est dit, tiens, quand on fait le pilotage, on pourrait inviter les gens à boire un verre ensemble. Donc, on a essayé de mettre ça en place. Et après, je te parlais de ces réunions. Donc là, c'est pas physique, mais ces réunions régulières en ligne autour d'un sujet. Et on essaye aussi on fait aussi chaque mois une espèce de rencontre donc en ligne pour accueillir les nouveaux en quelque sorte, se voir. Enfin voilà, c'est pas pour le moment il n'y a pas un engouement monstrueux on va dire, mais c'est sympa, ça reste super sympa. C'est des occasions de connaître mieux les gens, d'avoir un feeling aussi. Voilà, mais c'est vrai que notre communauté elle est très distribuée quoi. C'est un peu compliqué le physique. Justement, certains bénévoles aimeraient beaucoup avoir une communauté plus locale, mais pour l'instant, c'est pas advenu. On aimerait bien que ça advienne, mais voilà, pour l'instant, c'est pas advenu. Il y a une question qui me vient là quand tu es en train de parler. Est-ce que vous vous inspirez, vous regardez ce qui est fait sur d'autres projets? Je pense, on a parlé d'OpenStreetMap par exemple, etc. Est-ce qu'il y a d'autres projets avec lesquels vous discutez de ces questions d'organisation, qui sont des exemples pour vous et tout? Ça, je viens d'y penser là. Ouais, bah justement, OpenStreetMap, c'est vraiment tous les gens de OpenFoodFacts, quand je suis arrivé, on dit regarde, nous, notre modèle, c'est OpenStreetMap. Enfin, quand Stéphane a fondé le projet, c'était vraiment son modèle. Après, finalement, aujourd'hui, on a une physionomie très différente d'OpenStreetMap. Parce qu'OpenStreetMap, c'est une communauté où il n'y a quasiment pas d'équipe permanente. Et il y a pas mal de professionnels, en fait, qui participent à la communauté. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui chez Open Food Facts. On est plutôt une association classique avec des membres permanents un peu centralisés. Nous, on voudrait vraiment faire émerger d'autres entités qui soutiennent Open Food Facts. Donc on aimerait, en fait, notre modèle, disons, on va dire, de croissance, ce serait plutôt qu'il y ait Open Food Facts Allemagne qui naissent, Open Food Facts Italie, Belgique, enfin voilà. Donc nous, on pousse un peu dans ce sens-là aujourd'hui. On a fait une bourse, par exemple, pour dire, voilà, si quelqu'un veut développer Open Food Facts dans son pays, bon, là, la bourse pour cette année, elle est prise, mais
C'était vraiment pour ça, pour dire on a mis, je sais plus si c'est 3 000 ou 4 000 € en disant voilà, si quelqu'un veut développer, on met cet argent à disposition pour l'aider à développer, voilà. Mais sachant, on n'a pas les moyens aujourd'hui de payer un professionnel pour développer la communauté, puis on n'est pas sûr que ça fasse sens aussi, dans le sens où une communauté comme ça, faut que ce soit porté au début par un élan bénévole aussi, que la personne se sente investie, voilà, dans cette chose-là. On soutiendrait à fond aujourd'hui, par exemple, une personne qui voudrait développer la communauté, on lui donnerait tout notre soutien, même matériel, etc., qu'on peut pour l'aider, quoi. Les gens que vous regardez, qui sont des exemples auxquels vous inspirez ou que vous suivez. Donc là, aux journées off, en fait, on a fait venir justement Christian Kest. C'était très intéressant parce qu'il nous a fait un talk un peu sur justement quelle est la différence, lui qui connaît très bien les deux communautés, quelles étaient les différences entre OpenStreetMap et OpenFootFacts et qu'est-ce qui, selon lui aussi, pouvait inspirer plus OpenFootFacts. Voilà, donc je saurais pas là de mémoire te rappeler les points, mais voilà. Après, je pense que tous dans l'équipe, on est très attentifs, on lit des choses qui sortent, etc. Donc on est très attentif à ce qui peut se passer ailleurs. En tout cas, on n'a pas de cadre théorique de lecture de ça. C'était assez intéressant. J'ai participé à un colloque où il y avait surtout des sociologues à Strasbourg l'année dernière. C'est très intéressant de voir la perception des sociologues aussi de ce qu'on fait, etc. Il y aurait peut-être plus à faire dans ce sens-là. Il y a quelqu'un, j'ai le nom là qui malheureusement m'échappe, mais qui est en train de faire une thèse de sociologie en fait sur le projet OpenFootFacts et son rapport avec la force publique. Donc c'est assez intéressant. Dernière question sur ce sujet. Tout à l'heure, tu as dit que Pierre, il était product owner sur OpenFootFact. Comme il y a plusieurs projets, il y a OpenFootFact, OpenPetsFact, OpenBeautyFact, OpenProductFact. Est-ce que c'est lui qui est responsable de toutes ces bases, tous ces projets, ou est-ce que c'est un peu réparti entre plusieurs personnes la responsabilité? Pierre, j'ai dit product owner, mais c'est pas la bonne parole en fait, parce qu'il n'est pas product owner. Il fait des tâches de, comment tu as dit tout à l'heure, gestion produit, non Responsable produit, non? Ouais, des tâches de responsable produit, mais il les fait sur plein de projets et il les fait pas tout seul en fait. Il le fait beaucoup sur l'application mobile en fait. Ça c'est vraiment là où je dirais il passe le plus clair de son temps sur cet aspect-là. Mais après sur des projets comme OpenFootFacts, OpenProductFacts, on va le faire collectivement en fait. Pierre va explorer certains sujets un peu plus à fond et ensuite on va discuter ensemble avec toute l'équipe permanente, souvent sur des sujets un peu importants, mais aussi avec les bénévoles, enfin voilà, qui ont des mots à dire. Faut vraiment sauter de la tête tous les modèles un peu hiérarchiques, etc., ou de spécialisation de fonctionnalités. On est vraiment plus dans du partage, etc., et du consensus, de la recherche de consentement ou de consensus. Consentement souvent pour les bénévoles, hein, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin de chercher le consensus. Si on dit, nous, ça nous dérange pas que tu fasses ça, il n'y a pas d'obstacle à ce que tu fasses ça, go, quoi. Il y a certaines décisions qui vont plus demander du consensus, voilà. Parce que, par exemple, sur l'équipe permanente, tu n'as pas une énergie infinie, enfin, un temps infini. Donc, il va falloir quand même prendre un consensus à un moment sur ce qu'on fait pas. Dernière partie, parce que l'heure tourne, ma partie habituelle que j'appelle les défis. Le premier, on en a un peu parlé, c'était la dette technique. Donc, je sais pas si tu as des choses en plus à rajouter là-dessus, mais je pense qu'on en a déjà un peu parlé. On en a parlé pas mal déjà, mais tu vois, un des trucs qu'on n'a pas parlé, par exemple, c'est la documentation. On pourrait faire mieux sur la documentation, mais voilà, comme dans beaucoup de projets, c'est pas évident de se motiver toujours à bien documenter ou même de savoir comment documenter. En fait, c'est pas toujours évident. Je sais aujourd'hui que par exemple sur la côté serveur, la product opener, on appelle le produit côté serveur. Je sais qu'en fait, j'ai réalisé qu'en fait, il fallait qu'on fasse un peu plus de pages explicatives. Voilà, de grands explications. Par exemple, le fait que les produits soient stockés dans un fichier, pourquoi, comment, enfin voilà, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Parce que souvent, on a des docs très techniques, très très bases, très techniques, mais souvent, il manque un peu aux gens le pourquoi je fais ça. J'invite les gens qui sont intéressés par ce sujet de la documentation à aller écouter l'épisode que j'ai fait avec mon ami Fabrice Flortebo, qui est technical writer chez Red Hat. On parle justement de tous ces sujets et de ce que c'est qu'un technical writer et la manière d'écrire et la manière dont que ça doit être compréhensible et compris par les gens. Il y a des choses à aller creuser de ce côté-là. J'ai bien aimé aussi le framework, il y a un framework qui s'appelle Diataxis sur la documentation. Et j'ai bien aimé, j'essaye de faire qu'on l'applique un peu. D'accord, ouais, je connais pas du tout, j'irai regarder.
En fait, en gros, ça dit que tu dois séparer en fait ce qui est tutoriel, les how-to qui sont pour une tâche donnée que tu veux faire, la documentation de référence qui est exhaustive mais très technique, et justement les explications. Quand tu veux expliquer un peu plus pourquoi on fait des choses comme ça. Je voulais qu'on parle des défis à venir au niveau technique sur Open Food Facts. Qu'est-ce qui vous attend un peu dans les mois ou années à venir? Donc j'ai déjà parlé du moteur de recherche, donc ça c'est vraiment un projet qu'il faut qu'on finisse rapidement en fait, aussi parce qu'on on est pressé de le finir, qui va apporter des choses vraiment sympas. Un des gros trucs qui va arriver, c'est qu'on va essayer de raviver un peu les projets justement dont tu parlais tout à l'heure, Open Beauty Facts, Open Pet Food Facts, Open Product Facts. Et ce qu'on a décidé de faire en fait, après une consultation très collective, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va rassembler les bases de données en fait. Donc ce qui est aujourd'hui séparé dans différents coins, on va faire une seule base de données. Je parle vraiment des fichiers là dont je parlais tout à l'heure, et vraiment mettre à jour tous les projets, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'Open Product Facts, etc., ils sont sur des vieilles versions du serveur. Donc, on veut vraiment les porter, et il y a une révolution entre-temps, c'est qu'on a changé la manière d'afficher, etc. Donc, il y a vraiment un travail là-dessus. Donc, on va vraiment mettre tout à jour et essayer à partir de là de garder tout à jour avec une base de données fusionnée, et quand on livrera, ce sera sur tous les projets à la fois. On va garder des univers séparés parce qu'on pense que ça fait sens pour l'utilisateur, mais à l'intérieur d'un univers, tu vois, si tu es sur de la food et que tu scannes, sur l'app mobile de food et que tu scannes un produit, un dentifrice par exemple, bah, pof, tu te retrouveras dans l'univers, on va dire, Open Beauty Facts, mais sans quitter l'application. Voilà, on va trouver des moyens de faire ça. Donc ça, c'est un gros défi, parce que ça veut dire migration de données, etc. Tous ceux qui ont, quand on a un gros projet, ce genre de choses, voilà. On a toujours un peu de défis encore côté infrastructure. On est toujours un peu à la limite là sur l'infrastructure. Malgré tout le travail que j'ai fait, je suis en train de faire un travail pour rendre plus carré les backups, plus carré côté sécurité. On n'a jamais fini aussi. Voilà, c'est des gros chantiers aussi. Et ça, c'est vraiment un appel du cœur. Si tu es admin système et que tu m'entends, viens m'aider. C'est très dur de trouver des collaborateurs en admin 6. On veut aussi aller sur des projets où on va potentiellement gérer des données plus sensibles. Par exemple, les listes utilisateurs, aujourd'hui, on a fait le choix qu'elles soient seulement sur le device pour ne pas gérer justement l'aspect privacy, pour avoir vraiment une privacy first. Mais en fait, on voudrait les avoir dans une base de données, ne serait-ce que pour synchroniser entre le web et le mobile, mais aussi parce qu'on pense qu'il y a des données qui peuvent intéresser des chercheurs, qui peuvent faire des stats intéressantes dedans. Donc, on sait qu'on va vouloir gérer ce genre de données, donc c'est plus sensible, parce que ce que je mange, c'est quand même une donnée un peu plus sensible. Et surtout aussi, ouais, l'autre chose qu'on essaie vraiment, le chantier sur lequel on est, j'espère que ça s'est senti un peu, mais c'est toujours fluidifier la contribution, quoi. Voilà, permettre à plus de monde de contribuer plus facilement. Donc ça, c'est aussi des choses qui demandent vraiment du refactoring souvent, cette mise en service, enfin voilà, découpée en services plus gérables. Donc tout ça, c'est vraiment dans les défis de ce qu'on a. On a d'autres défis qui pourraient arriver parce que tu vois, côté machine learning, on vient de savoir qu'on a un nouveau financement là, par exemple, qui va nous permettre de numériser plus facilement avec de l'apprentissage automatique les tableaux de nutrition, qui est un projet en fait il y a eu plusieurs tentatives de volontaires de le faire, mais qui à chaque fois ont échoué. Donc là, on sait qu'on va y arriver. Il y a la maturité qu'il faut pour technologique, et on sait comment on veut prendre le problème. Puis l'autre défi qu'on espère faire face bientôt, c'est qu'on aura trop d'utilisateurs, et voilà. Les problèmes de riches, comme on appelle. C'est ça. On n'a pas du tout parlé de machine learning, mais ça vaudrait la peine d'en parler une autre fois, parce que je pense qu'il y a plein de trucs à dire sur Ouais. tout l'apprentissage que vous avez fait depuis tout ce temps. Ouais. Je pense que ça serait intéressant, et là, pour le coup, il faut que je creuse un peu le sujet avant qu'on en parle, parce que je connais pas beaucoup ce sujet-là. Yes. Et puis là, c'est Raphaël qui est un peu plus au cœur de ça, donc ça te fera un troisième invité comme ça. Pour une prochaine, tout à fait. On arrive à la fin. Alors moi, je dois avouer que je suis très excité par Open Product Fact pour Cool. des raisons personnelles et professionnelles. Voilà. Donc voilà. Et c'était super. Merci beaucoup. J'ai appris plein de trucs, et j'espère que les auditrices et auditeurs aussi. J'étais très curieux de savoir, suite au premier épisode, bah, justement, comment vous gériez la collaboration avec des personnes qui sont bénévoles. J'avais pas mal de questions. Donc là, c'était bien. T'as dit des choses très intéressantes. Ça m'a donné aussi envie de creuser toute la partie OpenStreetMap aussi, parce que je pense qu'il y a des trucs assez chouettes à raconter aussi sur tout ça. Donc voilà, ça va. Encore des épisodes à venir certainement.
Yes. Bah écoute, tribune libre, est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on se quitte? Je voulais dire, il y a un défi qui m'est revenu à la tête que j'ai pas dit, donc je le rajoute avant. C'est notre API. En fait, on a une API qui a grandi avec le temps et qui est vraiment très dure à comprendre pour beaucoup de gens. On aimerait vraiment réussir à la refactorer. Là, on a encore eu un bénévole qui est venu il y a quelques temps et qui nous a dit Ouah, mais c'est impossible à comprendre votre API. Et on lui a dit ouais, on est assez d'accord. Mais voilà, pour le changer, c'est pas simple. Hein. Il y a toutes les questions de compatibilité, etc. Et puis et aussi le fait que j'ai pas trop cité. Je voulais le citer un moment, puis j'ai zappé. Le fait qu'on a pas mal de réutilisateurs. Il y a toute une communauté aussi de réutilisateurs de Open Food Facts, des applis qui aident les gens véganes à choisir les bons produits, des applis qui aident les femmes enceintes, des gens qui veulent une nourriture halal par exemple. Voilà. Enfin, il y a toute une communauté aussi de réutilisateurs qu'aujourd'hui pas mal réutilisent nos données, permettent à leurs utilisateurs des fois de contribuer les données, et c'est bien. Il y en a d'autres qui font un peu plus partie de la communauté, dans le sens ils aident le projet à grandir sur des aspects qui les intéressent, etc. Notamment, tu vois, quelqu'un qui va qui va essayer de développer plus le projet en Allemagne et au Danemark, c'est quelqu'un qui réutilisait nos données à la base, qui continue à les réutiliser d'ailleurs. Donc ça, c'est une communauté. Et une autre communauté qu'on n'a pas trop, mais que, oui, Manon avait cité, je pense, c'est les scientifiques, ouais. En fait, je pense tout ça, les gens, t'avais cité avec Manon, en fait. Dernière chose, le cri du cœur, c'est un peu ça, ouais, c'est que, alors, je pense pas que la solution au problème de l'alimentation, de son impact environnemental, de son impact sur les gens, soit uniquement technologique, c'est clair. Mais on est un projet qui permet vraiment à plein d'autres projets d'exister aussi. Et si quelqu'un a la fibre, voilà, est vraiment bienvenu. Nous, on sera super heureux de l'aider à nous aider. À nous aider comme communauté, voilà, pas et donc je pense qu'il y a vraiment plein de trucs intéressants à faire. Nous, il y a plein de projets dont j'ai pas parlé là qui sont hyper intéressants. Il y a plein de choses hyper intéressantes à faire autour de ce projet et on essaye d'être vraiment voilà accueillant et d'accueillir aussi la diversité. Bah génial. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous parler un peu de ton quotidien et de ce que vous faites chez Open Food Facts. Je suis très content qu'on ait fait ces 2 épisodes parce que ça donne une meilleure idée, effectivement. J'espère qu'on aura l'occasion aussi de vous entendre d'autres fois sur le podcast pour parler d'autres sujets, de l'actualité, je sais pas, à voir quoi. Merci à toi pour ce service que tu fais, parce que c'est une grosse contribution aussi, la communication comme ça, de faire connaître les projets et tout. Et puis moi, j'adore ce genre de podcast où on est libre de s'exprimer, où on va à fond, on prend le temps. Enfin voilà. D'abord, c'est pour assouvir ma propre curiosité. Voilà, donc après, ça assouvit aussi celle des auditrices, auditeurs, donc c'est cool, mais voilà, donc c'est vraiment chouette. Donc pour les auditrices et les auditeurs, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous. N'hésitez pas à, vous pouvez me contacter sur le site internet. Il y a une page qui s'appelle Nous suivre et dans laquelle vous trouverez tous les liens pour suivre le projet, me contacter, principalement Mastodon. Voilà, tout est sur la page Nous suivre. Donc voilà. Et à bientôt pour des nouveaux épisodes. Il y a encore des trucs très très chouettes qui sont soit déjà enregistrés, soit à venir. Donc, comme on dit, stay tuned. Voilà. Merci, à bientôt. Génial.